Jeune république fédérale née à l'aube du XXe siècle, l'Australie a pour seule frontière les rivages d'un continent pratiquement vide. Un pays en partie désertique, mais doté d'immenses richesses naturelles. Les grandes villes comme Darwin, la capitale de l'État des Territoires du Nord, ou encore Sydney, Melbourne, Brisbane ou Perth, se veulent les symboles de la réussite de cette nation. Les premiers Européens, des Bagnards, ont débarqué en 1788, 20 ans à peine après la découverte du continent par James Cook. Jusqu'en 1868, 168 000 d'entre eux ont été envoyés ici. En 1850, la découverte de gisements d'or provoque un afflux massif de colons européens et américains. Et l'Australie, devenue indépendante en 1901 du Royaume-Uni, compte aujourd'hui 19 millions d'habitants. La population est essentiellement concentrée sur les côtes, un environnement plus propice au développement. À l'est, la Grande Barrière de Corail, formation unique au monde, abrite des richesses sous-marines incomparables. Au 6e rang mondial, en termes de superficie, le pays a l'une des densités les plus faibles de la planète. 2,4 habitants au kilomètre carré. Une population métissée, composée à 95% d'Européens, 4% d'Asiatiques et à peine 1% d'Aborigènes, les premiers habitants du continent. L'Outback, l'arrière-pays sauvage et semi-désertique, commence seulement à quelques kilomètres des villes. Il abrite une faune spécifique au pays. De vastes étendues composées pour l'essentiel de plateaux arides qui n'ont que très peu évolué depuis le Jurassique inférieur. Au cours des millions d'années, l'érosion a formé ici des ensembles spectaculaires. Canyons, montagnes nivelées et ensevelies sous leurs propres débris, déserts de sable ou de pierre, des milliers de kilomètres dont la conquête n'est toujours pas terminée. Et la maîtrise de cet espace, des distances à l'intérieur du pays, reste l'un des enjeux majeurs de l'Australie. Tôt le matin, sur l'aéroport de Cairns, au nord-ouest du pays, règne une atmosphère de départ. Le pilote, Colin Webb, vérifie son appareil pendant qu'Adrian Cole charge sa cargaison dans l'avion. Du courrier pour l'essentiel. Adrian est postière. Elle officie dans tout le Cap York, où elle visite des exploitations agricoles les plus isolées. Ce que j'aime dans mon travail, ce sont les rencontres avec les gens. Ils ont parfois à peine une fois par semaine l'occasion de voir d'autres visages. Alors, au moins pour cela, je suis toujours la bienvenue. C'est une sorte de défi, et ce que j'aime le plus dans mon boulot. Les derniers préparatifs se terminent. La tournée d'Adrian va commencer. Ok tout le monde, c'est parti. Voilà Cairns et toute la presqu'île. Aujourd'hui, la tournée fait 1600 km, soit environ 7 heures de temps de vol de vent. Et 18 décollages et atterrissages. À force, Adrian a une bonne expérience de l'avion et c'est elle, installée à la place du copilote, qui prend de temps en temps les commandes. Sur l'unique route qui descend du Cap et qui termine la péninsule, un seul gros croisement avec bien entendu un hôtel. Premier arrêt. Musgrave est une ancienne station télégraphique, le seul relais à des kilomètres à la ronde. Pour les gens qui vivent ici, l'arrivée d'Adrian est la seule distraction de la semaine, le seul lien avec le monde extérieur, les amours, les amis. À Musgrave, Colin et Adrian retrouvent Richard, d'origine aborigène. Celui-ci doit construire de nouvelles clôtures à Glengarland, une ferme à 30 km à l'ouest. Un survol en avion lui permettrait de gagner du temps. Ils acceptent de l'embarquer à bord. Mais le décollage est retardé par l'irruption impromptue sur la piste d'un bœuf, sans doute intrigué par cet oiseau de métal.
L'intervention de Rover, le chien de Musgrave, règle rapidement le problème. L'avion peut enfin prendre le départ. Au-dessus des étendues sans fin du Cap York, Richard et Adrian discutent de Glen Garland. C'est une des fermes pilotes tenues par les aborigènes. Quelques minutes de vol et la piste est déjà en vue. Cette fois, à peine le temps de sortir le courrier, d'échanger quelques mots aimables et l'avion redécolle pour rejoindre la ferme suivante. En route, ils survolent un feu de broussailles. Ils sont nombreux dans ces étendues arides. À leur atterrissage, ils sont attendus impatiemment par Robert. Celui-ci sait que Colin, outre son brevet de pilote, est également une sorte de vétérinaire volant. Il souhaite qu'il vienne jeter un coup d'œil à son troupeau. Les animaux sont plutôt mal au point en ce moment. La vie dans l'outback n'est pas rose tous les jours. La sécheresse pose notamment de grandes difficultés aux fermiers pour nourrir son bétail. Depuis plusieurs semaines, Robert est contraint de nourrir ses chevaux à la main, 2 fois par jour. Mais il continue de perdre du poids. Il a besoin de l'avis de Colin. Avant, lorsque j'étais jeune, j'ai travaillé dans une ferme. On n'avait pas le choix, soigner les animaux nous-mêmes ou abattre les bêtes malades. Le vétérinaire était beaucoup trop loin, à près de 4 ou 5 heures d'avion. Les temps sont durs aujourd'hui. Je viens de faire construire un réservoir à mélasse pour nourrir les bœufs. À part quelques conseils et le soutien moral que constitue leur présence, les postiers volants ne peuvent apporter plus. Ils reprennent les airs. La routine des livraisons se poursuit. Leur prochain arrêt, un peu plus long, est à la ferme Southwell, qu'exploite toute la famille Price. Mélissa et Louise, les filles, viennent réceptionner la livraison. Elles commencent par décharger de la bière, une denrée de première nécessité pour tous les Australiens. Mais Adrian a rapporté quelque chose spécialement pour les filles. Des photos qu'elle a fait développer en ville et d'autres documents particulièrement importants. Ce sont mes devoirs pour l'école. Je les reçois chaque semaine. Je travaille dessus et je les renvoie. Les cours sont par radio et dans toutes les matières. Les arts plastiques, les sciences, les maths, etc. Mélissa tente d'ailleurs de joindre par radio son professeur de maths. Ici Mélissa, bonjour. Je peux à peine vous comprendre, monsieur Riley. 4 kilos, monsieur Riley. Au moins, avec l'école par radio, les professeurs ne sont pas là pour surveiller vos moindres faits et gestes. Adrian et Colin doivent refaire cette fois le plein de l'avion. C'est notre dernier arrêt pour l'essence. Avec ce plein, nous avons maintenant de quoi faire pour les 6 ou 7 stops et le retour à Cairns. Il leur restera encore 700 km à parcourir pour terminer cette tournée. Une bagatelle pour les postiers de l'Outback dont l'avion reste le seul moyen de parcourir dans des temps raisonnables ces gigantesques étendues sauvages. Mais outre ce moyen de transport, les Australiens affectionnent aussi tout particulièrement le train. Sur la côte Est, à Sydney, débute par exemple la plus longue liaison ferroviaire du monde, l'Indian Pacific. C'est ici que débute pour Joss Engelhard un parcours marathonien qui va le conduire vers le cœur rouge du pays. Le train traverse en effet toute l'Australie, d'est en ouest, de Sydney à Perth, de l'océan Pacifique à l'océan Indien. 4000 km et 65 heures de trajet dans une atmosphère digne des voyages du passé. Joss Engelhard et Stuart à bord. Ce sont donc les compartiments kangourous dorés, les cabines couchettes. C'est vrai qu'elles ne sont pas très grandes, mais il y a tout de même de quoi faire.
Voici la salle de bain, la cabine de douche, lavabo rabattable et les toilettes. Et voici les lits. Ils se rabattent tout simplement en bas. Normalement, les passagers dorment assez bien entre Sydney et Perth. Au début, ils ont un peu de mal, mais après la première nuit, tout va mieux. Après, on dort les 2 suivantes comme une marmotte, avec un sourire heureux sur le visage. Pour les repas, direction le wagon-restaurant. À bord, le chef est aux petits soins avec ses clients. La présentation est soignée et le menu varié. Aujourd'hui à la carte, steak de kangourou. Les moindres instants de détente sont appréciés. Quand la nuit tombe, les compartiments se remplissent. Encore quelques derniers rangements et Joss pourra enfin aller dormir quelques heures. Avec les premiers rayons du soleil, le train pénètre dans le désert de l'arrière-pays. Une nouvelle journée de travail commence pendant que défile le panorama spectaculaire de l'Outback. Une savane sans fin, de la terre rouge à perte de vue, un voyage à travers 3 États et 3 fuseaux horaires. Autrefois, chacun d'entre eux avait un standard de largeur de voie différent. Il fallait changer jusqu'à 6 fois de train pour effectuer le même parcours. À l'horizon, rien qu'une étendue sauvage est la plus longue portion de rail en ligne droite du monde. 478 km sans la moindre courbe. Je pense que ce voyage en train est incomparable pour comprendre l'immensité du pays. Du train, on aperçoit rarement des voitures ou des rues. Le train est une expérience extraordinaire et qui fait prendre conscience de la dimension du pays. Le trajet de l'Indian Pacific va se poursuivre sous un soleil brûlant, dans cet environnement hostile et plat pendant encore 2 jours. On croirait le pays vide, et pourtant quelque part, au milieu de ce nulle part, des hommes ont installé leur ferme. Des éleveurs qui trouvent ici des étendues à perte de vue pour faire paître leurs troupeaux. Jiralia Station est l'exploitation de Denver Blake dans l'ouest du pays. Tôt le matin, avant que la chaleur de la journée ne s'abatte sur les hommes comme sur les bêtes, il se met au travail. Sa préoccupation quotidienne est l'entretien de l'éolienne. Pour nous, l'eau, c'est tout. Heureusement, nous avons ici une nappe souterraine qui alimente un puits artésien. Grâce à lui, nous pouvons approvisionner nos animaux en eau durant les périodes de sécheresse. L'eau de la source remonte du sous-sol sans pompe et nous fournit plus de 1 300 000 litres d'eau par jour, une énorme quantité d'eau. Dans ces régions où il ne pleut que très rarement, l'eau est une denrée précieuse. Heureusement, en Australie, des nappes souterraines à 1000 mètres de profondeur permettent de vivre dans des endroits aussi reculés.
La journée commence pour les enfants à 9 heures précises. C'est l'heure de leur premier cours d'école. Mais pour India, pas de salle de classe. Elle suit elle aussi le programme des cours par radio. La School of the Air, la radio des ondes. À ses côtés, sa mère Jenny veille au bon déroulement des études de sa fille. Les Blake vivent dans ce no man's land sur une exploitation de 2700 km², une superficie qui leur permet d'élever plus de 25 000 moutons, des mérinos réputés pour la qualité de leur laine. Dans cette immensité, rassembler les troupeaux éparpillés n'est pas une mince affaire, même avec un bon chien et une bonne moto. Denver Senior, le patriarche de la famille, donne encore un coup de main à son fils pour trier et soigner les animaux. Un travail de précision, une surveillance dont dépendra la qualité de la laine qui a fait, en 2 générations, la fortune de la famille. Mais cela n'a pas été sans quelques coups durs. En 1999, nous avons eu ici le cyclone Vance. Il a réduit notre maison en miettes, nos moulins à vent, clôtures, réservoirs d'eau, tout était détruit. Pour mon père, c'était la 2e fois qu'il devait recommencer à zéro. Ça nous a pris presque 2 ans pour reconstruire la ferme comme elle était avant. Depuis, l'exploitation se porte bien. Comme toutes les familles de l'Outback, les Blake sont restés soudés et ont tenu bon dans l'adversité. Une cohésion indispensable quand le moindre voisin ou ami vit à plusieurs centaines de kilomètres. Avec les années, ils ont appris à vivre dans cet environnement difficile. Ils connaissent bien cette nature qui les entoure, cette immensité qui les étouffe parfois. Le père, le fils, mais aussi désormais le petit-fils, Denver Jr., partent ensemble parcourir leur domaine. Ils lui apprennent déjà les premiers rudiments qui lui permettront de reprendre à son tour un jour l'exploitation. Ainsi, avant la grande sécheresse d'hiver, ils ne doivent pas seulement entretenir les points d'eau, mais aussi mettre le feu régulièrement à la savane, dont l'herbe pousse de manière incontrôlée. Une technique déjà pratiquée par les aborigènes afin d'éviter les grands incendies de brousse dévastateurs qui sévissent chaque année. Le feu laisse une terre noircie, mais dans quelques semaines à peine, la végétation aura repris le dessus. J'ai vécu comme ça quasiment toute ma vie, dehors. Et c'est une bonne vie. J'ai 3 enfants et pour eux, l'espace et la liberté sont importants. C'est clair que ce n'est pas simple, mais tu es ton propre maître. Et de toute manière, on a ça dans le sang ici. Moins aride, mais tout aussi sauvage, la région des Kimberleys est l'une des plus reculées du pays. Elle est située au nord de l'État d'Australie-Occidentale, à l'ouest du pays. Une nature d'une beauté à couper le souffle, où l'homme est encore un intrus. Andrew est mécanicien de brousse. Au moindre appel, il rejoint son atelier mobile pour dépanner les habitants. Kimberley dépannage à votre service? Oui, ça pourrait être ça. Peut-être. Ok, d'accord. Je serai là dès que possible. Il continuera sa partie de pêche un autre jour. Andrew reprend la route à bord de son camion tout-terrain. Sans lui, ceux qui tombent en panne sur les pistes difficiles de la brousse risqueraient d'attendre plusieurs jours avant de voir arriver des secours.
Les Kimberleys sont probablement la région la plus reculée et la plus difficile de toute l'Australie. À l'extérieur, on a du mal à se rendre compte de la distance qui sépare un lieu d'un autre. 400 km, c'est rien. Le plus long job que j'ai eu m'a pris 4 jours. 2 jours juste pour arriver là-bas et ensuite 2 autres pour revenir. C'était épuisant pour moi comme pour mon camion. Mais heureusement, chaque dépannage n'est pas aussi lointain. Après seulement 3 heures de route, une pécadille, Andrew retrouve le malchanceux de la journée. Panne d'embrayage, rien de bien méchant. Andrew va pouvoir régler ça en un clin d'œil. Il est rarement resté sans solution face à un problème. Au mieux, dans son atelier mobile, il dispose de pièces de rechange adéquates. Au pire, il pourra improviser avec les moyens du bord. En un tournement, l'affaire est réglée. Le dépanné peut reprendre sa route et le dépanneur attendre le prochain appel de détresse. Alright, just fire it up and put it in the gear and test it. Beautiful. There you go. It's all done, eh? So you may as well go ahead and I'll coming up behind you anyway. Yeah, no worries, you go ahead, mate. Catch you later. Yeah. Oh, rescued J'ai déjà porté secours à une multitude de gens, même à un prêtre une fois, mais aussi à un bus de tourisme, et souvent à des touristes. Je dois tout simplement pouvoir tout réparer, de la moto au bulldozer. Les seules choses que je ne sais pas faire, ce sont les hélicoptères et les avions. Andrew possède l'un des seuls garages mobiles de cette région. Et quand il n'est pas sur les routes, il y a aussi du travail pour lui dans les fermes. De la mécanique, pour les engins des grands comme pour ceux des petits. Hey, Mitchell. What's happening, matey? You want your bike fixed? All right, mate. We better have a quick look at her, eh? You wind that around for me, I'll show you what to do with your chain. Right, I'll wind him. Faster, faster. That's it. A little bit there. There you go, matey. Good for another 10,000 Ks. Dans cette région, les exploitations agricoles sont gigantesques et les cultures intensives. Le matériel fonctionne presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les services d'Andrew sont donc particulièrement appréciés des agriculteurs. Sans lui, plus d'un camion finirait rapidement encrassé par la poussière. Une journée encore bien remplie s'achève avec le coucher du soleil. Le temps de trouver l'endroit idéal pour s'installer pour la nuit et avant de prendre un bain en pleine nature. À la fin de la journée, je me cherche tout simplement une petite place n'importe où. Ici, tu peux encore faire ça. Il n'y a personne pour venir t'embêter. Et mon chien Dusty aime ça aussi. Il est de toute façon le seul à part moi qui arrive à s'habituer à ce mode de vie. Le dîner se déroulera autour du feu de camp et la nuit à la belle étoile. Si le téléphone ne le réveille pas au milieu de son sommeil. Cette vie sauvage, seule l'Australie peut encore l'offrir. Voici Margaret River, toujours en Australie occidentale, mais à l'extrême sud. Les zones qui bordent la côte ont été classées parcs naturels. C'est le territoire des oiseaux de proie et de leurs admirateurs. Philip Payne a une passion pour ces animaux depuis maintenant 30 ans. Il les suit partout dans leur milieu naturel et étudie leur comportement.
Il a également créé un centre pour recueillir les rapaces blessés, malades ou les jeunes abandonnés ou tombés du nid. Aujourd'hui, des fermiers des environs lui apportent une chouette trouvée la nuit précédente. Comme tous les Australiens, ils sont particulièrement attentifs à la protection de la nature. L'animal est blessé, l'une de ses ailes est endommagée. Chaque année, Philippe accueille ainsi près de 200 oiseaux. J'aime tous les oiseaux, pas seulement les rapaces. Mais ces derniers ont beaucoup de personnalité, comme Harry par exemple. Ce ne sont pourtant pas des animaux gentils. Jamais tu n'essaieras de caresser Harry à main nue, car tous les oiseaux de proie, même s'ils sont habitués à l'homme, restent avant tout des animaux sauvages. Et c'est exactement ce que j'aime tant chez eux. Harry est l'un des protégés de Philippe. Il lui a donné la béquée pendant presque une année et il doit maintenant lui apprendre à voler et à chasser. Sans cela, le faucon relâché serait très vite condamné dans la nature. One more time. Boy. Harry. Beautiful. Nicely done there, buddy. Les pensionnaires de Philippe viennent de tous les coins de l'Australie occidentale. Le plus impressionnant est sans doute l'aigle sanglier, le plus grand rapace du continent. Avec 2,5 mètres d'envergure, cet oiseau est un prédateur redoutable. Et même s'il est maintenant habitué à la présence de l'homme, Philippe préfère rester vigilant lorsqu'il vient le nourrir ou nettoyer sa volière. Aigles, faucons, buses ou chouettes, tous ces rapaces d'ordinaire extrêmement méfiants et sauvages trouvent ici un havre de tranquillité pour se remettre de leurs émotions ou de leurs blessures. Les plus jeunes seront élevés en captivité jusqu'à atteindre une maturité qui permettra de les rendre enfin à la vie sauvage. La vie ne sera alors pas une mince affaire, car les prédateurs les attendent dans la brousse. Le moment est venu pour celui-ci de retrouver sa liberté. Philippe et son collègue David prennent beaucoup de précautions afin de ne pas blesser l'animal en le sortant de sa volière. Dave's down behind her. Avant de le relâcher, il lui pose une bague d'identification. Reste à trouver le bon endroit pour le laisser s'envoler. Right for a walk. Je ne peux pas m'imaginer qu'on ne soit pas sensible à la liberté. Et les oiseaux incarnent cette liberté. Ce sont vraiment les rois des airs. Mon plus grand rêve est de voler un jour avec eux là-haut. Rien que cette idée me procure un sentiment de liberté. Cette préoccupation pour la préservation de l'environnement vaut pour la flore comme pour la faune, dans les airs comme sous les mers. John Ostara est pour sa part spécialisé en zoologie marine. Il travaille dans l'un des plus beaux aquariums du pays, l'Indo-Pacific Marine Aquarium, dans le port de Darwin, au nord du pays. Une eau pure, obtenue par évaporation, c'est tout ce dont vous avez besoin. Le reste est naturel, le soleil, la lumière de la lune. Un équilibre naturel se recrée entre les plantes, les animaux et les bactéries. Cet aquarium est une reproduction à l'identique de l'environnement d'un récif. John est chargé de son entretien. L'écosystème des récifs est l'un des plus riches, mais aussi des plus fragiles.
Les poissons qui nagent et vivent au milieu des coraux sont très variés. L'heure est venue de leur apporter à manger. À commencer par le préféré de John, le poisson-pierre, l'un des poissons les plus venimeux au monde. Les poissons-pierres ont sauvé la barrière de corail. Personne n'ose plus se promener vers le récif à cause des poissons-pierres. Ce poisson est carnivore. Mais ce qui est le plus curieux chez lui, c'est qu'il a développé des pieds pour marcher. C'est l'un des rares que nous nourrissons ici, environ toutes les 2 semaines. Un animal vorace à la mine effrayante. Il essaye d'impressionner les étranges bipèdes qu'il aperçoit derrière la vitre. John est chargé de prélever à proximité du port les espèces naturelles qui viendront peupler l'aquarium. Dans cette zone protégée, il dispose d'une autorisation spéciale de pêche. Lorsque le filet est ramené sur le sable, il ne contient que quelques raies rouges. Avec leur dard, elles risquent de poser quelques problèmes dans un aquarium. John les remet en liberté. La deuxième prise est déjà plus utile. Un hareng. Lui ne finira pas dans l'aquarium, mais dans l'estomac du scientifique. Les eaux de la côte nord sont particulièrement poissonneuses. Celle-là est plus précisément dans le golfe de Carpentry que Noel Wright vient pratiquer, lui, son sport favori, la pêche. À bord de son bateau, il a entreposé tout son matériel. Amorces, appâts, cannes et moulinets s'entassent. L'heure est venue de passer à l'action. Peut-être qu'un poisson va mordre. J'ai déjà attrapé un espadon une fois. Noël connaît toutes les astuces de la pêche. Mais aujourd'hui, pas de grosses prises. Seuls des poissons de récif veulent bien mordre. À la nuit tombée, Noël se consacre à l'autre de ses hobbies. Dans la lagune qui borde la côte, à proximité de la ville de Nulunbai, il part pour un safari photo. Une expédition qui n'est pas des plus aisées au milieu des roseaux, avec de l'eau jusqu'à mi-corps. L'environnement de prédilection des serpents et des crocodiles. Parfois, tu dois batailler avec les moustiques autour de toi. Parfois, tu dois aussi t'accommoder avec d'autres problèmes que te pose l'eau. Mais la plupart du temps, c'est une expérience inoubliable et une bonne manière d'obtenir des photos de tout ce qui vit ici. Pour rejoindre la partie la plus profonde de la lagune, Noël préfère pourtant prendre son bateau. Il veut essayer de photographier des chiens volants, une variété de chauves-souris. Ces animaux, comme tous les congénères de leur espèce, vivent essentiellement la nuit. L'heure est idéale pour les surprendre avant qu'ils ne partent en chasse. À cette heure, les oies magpies cherchent au contraire l'arbre qui leur permettra de passer la nuit. Leur évolution offre à Noël l'occasion de nouvelles photos. Le soir, rentré chez lui, il reste encore du travail. Il va sélectionner les meilleurs clichés pour les mettre en ligne sur son site internet. Je crois qu'une image en dit plus que 1000 mots.
C'est pourquoi je fais des photos de tout ce qu'il y a à voir ici. Des oiseaux, des abeilles, des arbres, et plus. C'est le nom que j'ai donné à ma boîte d'ailleurs. Je mets à disposition mes photos sur Internet. Comme ça, les gens peuvent avoir un aperçu de ce qu'ils pourraient éprouver s'ils étaient avec moi en promenade. Noël ne s'intéresse pas qu'aux animaux. Les aborigènes qui vivent dans la région l'ont accepté au fur et à mesure dans leur communauté. Aujourd'hui, Noël vient rendre visite à ceux de Dalinbui. Ses frères et ses sœurs de clan l'attendent déjà. Ce jour est un peu exceptionnel. Le doyen de la communauté, Madaou Mouniarine, vient d'achever une œuvre remarquable. Noël aimerait bien la photographier. C'est un tronc d'arbre creusé, gravé et peint, un cercueil traditionnel. À l'intérieur, la dépouille du défunt. Il sera ramené et enterré sur son lieu de naissance, pratique indispensable pour un aborigène. Mais ce cercueil a également une vocation plus secrète. Matalou nous dit que c'est à la fois une liste d'achats, un livre de cuisine, une carte géographique, une encyclopédie et un livre d'histoire. Ici, il y a toute la vie de Dalinbui. Nous l'utilisons aussi comme un livre pour enseigner aux enfants. C'est un document qui témoigne du droit de ces hommes à utiliser pour eux les animaux et les plantes de cette région. Après cette leçon sur l'art aborigène, il leur reste encore un peu de temps, le temps d'une baignade rafraîchissante avec les enfants. Noël et les hommes de Dalinbui sont un exemple rare de respect et d'échange mutuel. Dans une Australie où les 800 ethnies aborigènes restent encore généralement à l'écart de la vie du pays. Noël comprend ces hommes et voudrait trouver une solution à ce problème délicat. Faire partager aux autres la richesse de cette culture longtemps bafouée. Seule leur peinture a fait le tour du monde, mais ce n'est qu'un premier pas. C'est sur la côte est d'Arnhem-Land, le long de ces plages de sable et de ces falaises pleines de mystères, que Gaëli Marika et sa fille Salumi viennent ramasser les roches qui servent de pigments. Ce sont les couleurs que nous trouvons ici sur la côte pour notre peinture. Avec, nous peignons par exemple les didgeridoo, les instruments de musique creusés dans un tronc, mais aussi sur des écorces d'arbres. Dans la nature, nous trouvons du rouge, du noir, du jaune, toutes les couleurs de la terre, toutes les couleurs de notre pays. Le chemin qui les ramène vers leur village traverse une forêt. Elle a brûlé il y a peu de temps, mais la végétation repousse vite sous ces latitudes. Elles viennent ici s'approvisionner en nourriture. Elles connaissent les plantes et les fruits et la manière de les préparer. Un savoir qui se transmet chez les aborigènes de génération en génération. Le fruit de ce palmier, par exemple, doit être cuit, sinon il est nocif. Un peu plus loin, un essaim d'abeilles sauvages s'est installé dans le tronc d'un arbre creux. Le tronc est si pourri que Gaëli n'a même pas besoin d'utiliser la hache. Le miel est délicieux, surtout récolté du bout des doigts. Au village, la vie de la communauté se déroule essentiellement sur la plage. Ces aborigènes font partie des clans de la mer. Pendant que les enfants cherchent à pêcher des proies invisibles, Gaëli enseigne les techniques de peinture traditionnelle à Angela, la cousine de Salumi. Les pigments ramassés sont broyés à la main. Ils donnent des couleurs vives qu'elles utilisent pour décorer leurs sculptures. En ce moment, Gaëli travaille sur un crocodile, un animal qui est son totem et celui de sa famille. Angela apprend vite. Elle marche déjà sur les traces de sa tante.
Je ramasse du bon bois et à partir de celui-ci, je sculpte les animaux et les motifs qui appartiennent à mon clan. J'avais 10 ans lorsque mes parents et mes grands-parents m'ont appris quels animaux appartenaient à mon pays, à ma terre d'origine et à celle de mon mari. C'est important pour moi. Ce savoir vit tout le temps dans mon cœur et dans mon esprit. Le lendemain, une excursion familiale est au programme. Direction le Cap Arnhem, leur promenade préférée. Le père Bandoua se met au travail pour ramener de quoi déjeuner. Il commence par se fabriquer un nouvel harpon. Pour séparer le bois de l'écorce, il plonge la tige qu'il a coupée dans le feu. Pendant que la chaleur fait son office, il observe la plage à la recherche du meilleur emplacement de pêche. De leur côté, Gaili et Saloumi ont déterré des œufs de tortue pour agrémenter le repas. Seuls les aborigènes sont autorisés à les ramasser. Les préparatifs de Bandoua progressent. Il taille maintenant le morceau de bois, puis y fixe des clous et du fil de fer qu'il a pris soin de récupérer et d'emmener avec lui. Le harpon est bientôt prêt. À ses côtés ont pris place sa femme et sa fille. Elles mettent à cuire les œufs dans le sable brûlant que le feu a chauffé. Bandoua ne se laisse pas distraire. Il continue de surveiller le littoral. Et soudain, sa femme aperçoit enfin ce qu'il cherchait. Maintenant, il s'agit d'être rapide. Armé de son nouveau harpon, Bandoua court vers le rivage. Un banc de trévalis évolue dans les eaux peu profondes. Bandoua guette ses proies à distance. Il ne s'approche pas à plus de 10 mètres des poissons qui pourraient s'enfuir. Son jet est puissant et précis. Saloumi est fier de l'habileté de son père. Les poissons seront excellents une fois grillés et le pique-nique aborigène parfaitement réussi. Plus loin, à l'intérieur des terres, au pied des montagnes de la chaîne MacDonnell, un rassemblement se prépare. Il s'agit du Yéperni, le plus grand festival de la culture aborigène. La manifestation n'a pas encore commencé et déjà les premiers participants sont arrivés. Au programme, des chants et des danses traditionnelles de toutes les tribus aborigènes d'Australie. Chacune a pris grand soin de s'orner le corps des peintures de son clan. Les représentants de la culture aborigène moderne sont également au rendez-vous. Mandawi Yunupingu a fait le déplacement. Il est à la tête d'un groupe de rock aborigène. Sur ce festival, le thème mis en avant est celui de notre passé. Mais à côté de cette tradition ancestrale, le passé, le plus récent, est tout aussi important. Car nous avons pris contact avec les Blancs. Ces dernières années, nous avons construit et modelé une nouvelle Australie. Nous espérons qu'à travers un tel festival, les générations suivantes, les jeunes aborigènes, comprendront mieux ce que l'avenir peut nous offrir. Ainsi, quand les chorégraphies des danseurs originaires du Queensland évoquent certains animaux du nord du pays, ils ne sont pas forcément compris par les membres des autres tribus originaires du sud. Ces danses racontent les légendes aborigènes qui mettent en scène des animaux, comme le didgeridoo ou le yidaki.
Mais les danseurs les plus réputés sont ceux capables d'imiter à la perfection l'un des symboles de l'Australie, le kangourou. Au milieu de la fête, des enfants célèbrent également à leur manière les animaux du pays. Les aborigènes originaires d'Australie centrale racontent de leur côté à travers leurs danses, leurs longues errances nomades à travers la brousse. Ils voyagent toujours de point d'eau en point d'eau, et c'est cette chorégraphie, ces chants, qui en ont transmis les emplacements de génération en génération. Les paroles des chansons décrivent, comme sur une carte, les paysages rencontrés à chacune des étapes de ce périple. Quand le soleil se couche sur le festival, la manifestation est bien loin de s'interrompre. C'est le signal qu'attendent pour entrer en scène des enfants et des adolescents originaires d'Alice Springs. Ils ont construit pendant de nombreux mois 5 chenilles géantes faites de papier et de bambou. Leur évolution évoque les combats légendaires de la mythologie aborigène. Les combats qui opposent dans les montagnes les cafards et les chenilles. La chorégraphie est moderne. Elle a été préparée par Nigel Jamieson, qui a également participé à la réalisation de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Après ce dernier spectacle, place à la musique. La foule se dirige vers la scène où Mandawi et son groupe Yotu Yindi commencent à jouer. Ces stars incontestées de la pop aborigène sont un peu à l'image d'une Australie idéale, celle d'un pays moderne et métissé, renouant avec ses racines et capable d'offrir une place à toutes ses communautés.